Ce n'est pas qu'un simple jeu de mots que d'affirmer que tout juge est magistrat, mais tout magistrat n'est pas juge. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler de deux grands acteurs qui interviennent dans le système judiciaire en matière pénale. Il s'agit des magistrats du parquet et des magistrats du siège. Il sera question ici de mettre en évidence la différence qui caractérise ces deux magistrats. Nous allons commencer par les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet représentent le ministère public. Nous n'allons pas développer ici le rôle des magistrats du parquet parce que l'ayant déjà fait dans une précédente vidéo parlant précisément du rôle des avocats généraux. Et donc dans cette vidéo, nous allons nous intéresser plus aux caractéristiques des magistrats du parquet. Et donc, les magistrats du parquet se caractérisent par 5 éléments fondamentaux. L'indivisibilité, la subordination hiérarchique, l'irrécusabilité, l'irresponsabilité, l'indépendance vis-à-vis des juridictions. Nous commençons par le critère de l'indivisibilité. Le critère de l'indivisibilité suppose que lorsqu'un magistrat prend une décision, cette décision-là est censée l'être pour le compte de tous les magistrats qui composent le parquet au sein duquel il officie. Il s'ensuit donc que un magistrat du parquet peut s'absenter lors d'une audience et se faire remplacer sans anicroche par un de ses collègues ou de ses collaborateurs. S'agissant du principe de la subordination hiérarchique, ce principe rend compte de la situation suivant laquelle le magistrat du parquet reçoit les ordres de sa hiérarchie et les implémente. Et donc, s'agissant de la hiérarchie, il faut dire qu'au niveau des tribunaux d'instance, on a les substituts au procureur de la République, on a le procureur de la République, on a les responsables des parquets et au niveau des juridictions d'appel, on a les substituts généraux, les avocats généraux qui sont coiffés par le procureur général. La même configuration se retrouve au niveau de la juridiction suprême, à savoir la Cour suprême. Tous ces différents magistrats-là sont placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de la Justice. Alors, d'où vient le principe de la subordination hiérarchique? Autrement dit, qu'est-ce qui justifie ou sous-tend le principe de la subordination hiérarchique? Pour répondre à cette question, il convient d'indiquer que les gouvernements disposent des politiques. Et ces politiques-là s'implémentent dans différents secteurs, notamment dans le domaine judiciaire. Et ce secteur-là est conduit par le ministre de la Justice. En vue d'assurer l'efficacité de la mise en œuvre de cette politique, le ministre de la Justice a besoin d'un instrument qui sert de pouvoir de transmission entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et donc cet instrument-là n'est autre que le magistrat du parquet. Et donc, en raison des questions liées à la sensibilité de l'instruction de certaines affaires, compte tenu de la nécessité liée également au respect de l'opportunité de poursuite, le ministre de la Justice est tenu d'être d'une part informé par les actions qui sont entrevues par ses collaborateurs et de donner son avis sur ces questions. Il existe également des questions qui sont qualifiées d'affaires signalées pour lesquelles la mise en mouvement et l'exercice de l'action publique nécessitent l'avis préalable du ministre de la Justice. Il s'agit des affaires qui impliquent par exemple les parlementaires et puis les membres du gouvernement, entre autres. Il faut dire qu'à cet effet, il existe une circulaire de 1962 sur l'obligation de rendre compte. Et donc, le magistrat du parquet devant les juridictions prend des réquisitions écrites et orales. Et donc, il faut dire que le magistrat du parquet a également la possibilité de s'écarter de ces réquisitions écrites-là au travers des réquisitions orales. D'où l'expression « la plume SCF mais la parole libre ». Et cette expression-là vient en quelque sorte atténuer le principe de la subordination hiérarchique. Quitte maintenant du principe de l'irrécusabilité.
L'irrécusabilité signifie que l'exercice de l'action publique par le magistrat du parquet ne peut être dénoncé ou ne peut être remis en cause par un justiciable. Autrement dit, le magistrat du parquet, la compétence du magistrat du parquet ne peut être contestée par un justiciable. Et cela trouve son fondement juridique dans les dispositions de l'article 593 de la loi du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale. S'agissant maintenant du principe de l'irresponsabilité, ce principe implique que le magistrat du parquet ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires par un justiciable qui estime avoir fait l'objet de manière abusive d'une action publique par le magistrat du parquet. Autrement dit, lorsqu'un justiciable est poursuivi devant une juridiction et que par la suite il est acquitté ou relaxé, il ne saurait se plaindre à l'encontre du magistrat du parquet pour une poursuite abusive. Et cela peut aussi se traduire par le fait que dans le cas d'un acquittement ou d'une relaxe, les frais de procédure ne peuvent pas être imputés au ministère public, mais plutôt au trésor public. À l'inverse des personnes qui, au terme d'une audience, peuvent se voir condamnées au paiement des dépenses. Ça, c'est un élément qui rend compte du principe de l'irresponsabilité. Qu'en est-il maintenant du principe de l'indépendance? L'indépendance vis-à-vis des juridictions signifie que le ministère public ne reçoit pas les ordres de ses collègues du siège. C'est-à-dire que au cours des audiences, si on prend le cas par exemple des affaires qui sont instruites devant les juridictions de jugement, le ministère public prend ses réquisitions de manière libre, conformément aux instructions qu'il a reçues. Et il est tenu de prendre ces réquisitions parce que, conformément aux dispositions de l'article 128 alinéa 2 du Code de procédure pénale, il doit prendre des réquisitions sans que la parole puisse lui être refusée. Toutefois, ce principe-là se trouve également atténué par un autre qui est celui lié au respect de la police des audiences qui est assuré par le magistrat du siège. Donc voilà en quelque sorte les éléments qui caractérisent les magistrats du parquet. Quitte des magistrats du siège. S'agissant des magistrats du siège, on distingue d'une part le juge d'instruction, si on est au niveau de l'information judiciaire, et d'autre part également les juges, si on est dans le cadre d'un juge qui statue de manière unique, ou bien de la collégialité, c'est-à-dire le juge avec ses collègues assesseurs. Et là, c'est au niveau de la phase du jugement. Pour revenir au niveau de la phase de l'information judiciaire, il faut dire qu'elle est menée effectivement par un juge d'instruction. Et donc, le juge d'instruction est saisi suivant deux modes. Il y a le réquisitoire introductif d'instance du procureur de la République. Le procureur de la République peut saisir le juge d'instruction à travers ce document, mais il y a aussi la plainte avec constitution du partie civile qui est réservée au justiciable lambda. Toutefois, le justiciable devra, lorsqu'il décide d'emprunter cette voie, pourvoir à la somme qui va être déterminée par le juge d'instruction au travers d'une ordonnance. Et donc, pendant l'instruction, le juge d'instruction a la possibilité de convoquer, d'interroger les témoins, de solliciter l'expertise sur des questions qui présentent une certaine complexité. Le juge d'instruction a également la possibilité de placer en détention provisoire une personne inculpée lorsqu'il le juge nécessaire. Le juge d'instruction intervient donc après l'enquête préliminaire qui est menée par le procureur de la République ou bien le ministère public de manière générale. L'instruction est obligatoire en matière de crimes, mais facultative en matière de délits ou de contraventions. Et donc, au terme de l'information judiciaire, lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des éléments qui permettent de relever la responsabilité d'une personne quelconque dans la commission d'une infraction, il prend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement. Et ce justiciable-là, une fois conduit devant la juridiction de jugement, est donc conduit devant les juges, les seconds juges du siège. Il peut s'agir d'un procès dont la conduite est soumise à l'office d'un juge unique ou d'un juge qui est accompagné de ses collègues et constitue ensemble la collégialité.
Et le rôle du juge, si on prend le cas de la collégialité, est d'arbitrer les débats. Le juge, au cours des audiences, distribue la parole, notamment au niveau de l'accusation qui présente les éléments à charge contre la défense, et la défense, elle aussi, se défend. Et le juge, au cours des débats, consulte les pièces qui sont présentées par les différentes parties de manière contradictoire et décide de les admettre au dossier de procédure si elles sont conformes à la loi. Le juge également exerce la police d'audience, comme nous l'avons dit plus haut, mais au final, le juge également est celui-là qui tranche le litige. Et donc, quels sont les éléments qui caractérisent les juges du siège des magistrats du parquet? La première chose qu'il convient de noter, c'est que, à la différence des magistrats du parquet qui sont soumis au principe de la subordination hiérarchique, les juges du siège ne dépendent que de la loi et de leur conscience dans leurs fonctions juridictionnelles. Et cela trouve fondement juridique dans la disposition de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 18 janvier 1996 portant constitution du Cameroun. L'autre élément qui distingue les magistrats du siège des magistrats du parquet, c'est que les magistrats du siège peuvent être récusés. C'est-à-dire qu'un justiciable lambda peut remettre en cause l'impartialité, la neutralité d'un magistrat du siège et décide donc de l'écarter afin que celui-ci ne puisse pas connaître d'une affaire. Et cela trouve également son fondement juridique dans les dispositions de l'article 591 du Code de procédure pénale sus évoqué. L'autre élément caractéristique également des magistrats du siège, c'est que le principe de l'indivisibilité ne peut pas s'appliquer aux magistrats du siège dans la mesure où les magistrats du siège sont tenus, lorsqu'on est dans le cadre de la formation collégiale, de prendre part aux différentes audiences. Et donc, l'absence d'un magistrat peut justifier la cause d'un renvoi. Toutefois, il convient de noter que, en cas d'affectation ou de décès d'un autre magistrat, la loi offre la possibilité aux juridictions de procéder au remplacement du magistrat défaillant. Le nouveau magistrat devra donc intégrer la nouvelle équipe et s'imprégner du dossier de procédure. En intégrant cette équipe-là, la législation veille à ce que la composition de la collégialité puisse intégrer les anciens magistrats qui ont participé à l'instruction de l'affaire avant le remplacement du magistrat défaillant. C'est en gros cet ensemble d'éléments-là qui permet de distinguer les magistrats du siège des magistrats du parquet. Nous espérons que cette vidéo vous a édifié. Merci et restez connectés.